Bienvenue les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Split Screen, le podcast des vidéastes animés par moi-même ainsi que François de la chaîne Explique-moi encore. Et puis surtout, officiellement, en plus de cette version audio, on est à présent en version vidéo. Le lien se trouve directement dans la bio du podcast si vous nous écoutez. François, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, plein de boulot en ce moment, plein de montage et tout ça, mais c'est cool, mais bon, je vois pas des choses aussi extraordinaires que toi à New York, poto. Ah oui, écoute, là, c'est un peu le grand kiff pour l'instant. Je suis toujours en mode différé, là, en mode bien à distance. Là, il y a plus que la voiture qui nous sépare. Là, il faut carrément prendre l'avion pour l'instant jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est le gros kiff. Poto, avant d'annoncer la thématique d'aujourd'hui, on en avait parlé dans le podcast précédent qu'on essaie de reprendre un peu la chronique des nouveautés, des news au niveau matos, ou en tout cas quelque chose qui nous aura un peu hypé. Je ne sais pas si tu as gardé ça en tête, si tu as un peu ta petite news de la semaine. Alors je l'ai gardé en tête, mais je t'avoue que j'ai pas trouvé là de news cette semaine qui m'a fait grimper au rideau, mais je suis sûr que toi oui. Ouais, j'en ai trouvé une, en effet. J'en ai trouvé une, et je pense par contre que ça fait un petit temps que ça existe. Et je l'ai découvert via mon feed Instagram, parce que c'est vrai que mon feed Instagram est ultra clean. Tu vois, dans mon feed Instagram, j'ai très clairement mais, que des caméras ou des voitures. Tu vois, c'est que des caméras ou des Porsche, mais il n'y a rien d'autre. C'est ultra clean. Et il m'a référencé ici cette semaine un truc qui est assez dingue. En fait, c'est un rig épaule, mais sur lequel est positionné à l'horizontale le DJI RS3. Et donc, en Ah, je l'ai fait, vu, tu l'as je l'ai vu? vu, je l'ai Ah, c'est vu. ouf. Ouais, je l'ai vu, je C'est l'ai ouf vu. quand même, hein. Bah Moi, j'ai écoute, bien ouais, pour le kiffé. coup, c'est le meilleur des deux mondes, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je suis un grand fan des rig et un peu moins fan des gimbals. C'est ça. Mais le problème du gimbal, en fait, moi, je trouve, hein, c'est pour des courtes durées, ça va, c'est bien. Mais pour utiliser ça sur toute une journée et tout, ça te défonce le dos, quoi. C'est C'est les dos et les ça. bras. Alors que le rig épaule, en fait, c'est quand même vachement plus relax, quoi. C'est-à-dire que tu le poses et Ouais. tout. Tu peux tenir beaucoup plus longtemps avec un rig épaule qu'avec un stab. Mais pour le coup, c'est sur des configs un peu grosses, quoi. Parce qu'au final, après, quand tu es sur Oui. des petites configs, bon, à main levée, c'est plutôt pas mal. Même aller de temps en temps un petit coup de gimbal. Mais ouais, ça avait l'air vraiment, vraiment très cool. Ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors je me suis pas du tout projeté non plus, hein, je me suis pas vu moi utiliser ça, mais c'est juste que j'ai trouvé ça génial de faire cette combinaison parce que c'est vrai que ben, les gimbals actuels ont quand même une sacrée autonomie, on peut quand même laisser le gimbal quasiment activé entre 6 et 8 heures suivant les modèles, et donc là c'est vraiment extra de se dire que tu peux voilà avoir ton rig sur lequel ben, positionner ta caméra, donc ça veut dire que le rig à tout moment tu peux le poser par terre sans éteindre le matériel qui est dessus, Mm. d'autant plus que ben, tu as les poignées sur lesquelles ben, tu as tout ce qui est follow focus de mise au point et de zoom. Donc ouais, c'était quand même... J'ai vu ça, je me suis dit, ah les salauds, ils ont réussi à faire quelque chose qui est vraiment bien. Ben, Ça alors, c'est la petite tu vois, réflexion. moi c'est pareil en ce moment, je regarde pas mal de trucs en ce qui concerne la stabilisation parce que le gros problème de ma RED, c'est que il y a zéro stabilisation sur le capteur et en plus j'utilise des optiques qui sont pas stabilisées. Donc c'est clair qu'à main levée, t'as pas intérêt à beaucoup bouger. Je suis assez fanat du rig épaule pour cette config-là. J'aimerais bien arriver quand même à faire des mouvements de gimbal qui sont quand même assez sympas. Et moi, le truc qui m'a bien botté, alors c'est pas nouveau du tout, hein, mais je commence à m'y intéresser fortement. Je sais pas si tu as vu ça, c'est Tilta qui fait ça, ça s'appelle le float. Oui, FLOAT. Et en ouais, fait, en gros, ça te permet, combiné à un DJI RS2 ou RS3, de te faire une espèce de mini Harry Trinity. Pour c'est ceux ça. qui connaissent pas, le Harry Trinity, c'est le combo Steadicam gimbal de chez Harry qui est enfin, on dirait une espèce d'énorme lance avec un harnais, machin, tout ça. Enfin, c'est un truc, il y a assez peu d'opérateurs d'ailleurs Harry Trinity dans le monde. Et là, ça te permet de faire une espèce de mini setup dans ce style-là qui a l'air d'assez bien marcher. Et j'aimerais bien me le faire prêter pour pouvoir essayer, voir un petit peu. Après, je pense que ce soit le rig épaule dont tu parlais avec le stabilisateur ou le tilté à flotte, ça reste quand même des rigs.
assez imposants et c'est pas du tout des Ouais. trucs run and gun, quoi. C'est-à-dire que le temps que tu mettes en place le truc, dans un cas comme dans l'autre, tu as Ah, intérêt à c'est être arrivé à l'avance par rapport à ce que tu veux filmer. Ça, c'est sûr et certain. ça, ça, c'est certain, c'est certain. Et moi, d'ailleurs, s'il nous écoute, petite dédicace à Bruno, un ambassadeur Sony qui avait acheté justement le Tilt à flotte, et je crois qu'il le remettait en vente du style un mois après, Ah dans le ouais. sens où il me disait, ouais, c'est bien, mais trop galère à chaque fois à remettre en place, etc. Donc voilà, je crois que c'est comme tu dis, hein, c'est vraiment des utilisations qui doivent être ponctuelles, qui doivent être préparées et vraiment dans des cas précis parce que sinon, ben voilà, à la fin, c'est pas vraiment intéressant. Je pense qu'à la limite, pour du corpo, ça peut être intéressant quand du style, tu dois faire la présentation d'une énorme usine de production et que Mm. limite, tu dois suivre le PDG dans l'usine de production et qui doit te présenter des chaînes de montage et des trucs comme ça. Je pense que là, ça peut être super intéressant à voir. Mais Ouais. sinon, après, pour le reste, ouais, c'est chaud. Ça m'avait hypé quand je l'ai vu, hein, parce que de fait, comme tu dis, hein, tu te projettes, tu te dis, waouh, c'est vraiment le mini Harry Trinity. C'est ça. Mais ouais, ouais, il faut le mettre en place et ça, c'est déjà un peu plus chaud. Moi, je le C'est voyais surtout un peu ça. plus, tu vois, le float, je le voyais un peu plus dans de la fiction ou du clip. Plutôt que sur Oui, du corpo. Tu vois, clairement, là, tu peux avoir des mouvements très cinématographiques avec ça. Tu vois, partir d'un ras du sol et puis tu remontes progressivement sur un personnage. Ça fait un peu rêver ce genre de plan. Bon, après, derrière, il faut avoir le pointeur derrière pour le follow focus et c'est ça. compagnie. Enfin, c'est une usine à gaz le truc. Mais bon, dès que tu veux aller, de toute façon, dans des trucs un peu sympas, ça devient vite compliqué, hein. Il n'y a pas de recette miracle. Non, il n'y a pas de recette miracle. Bon, allez, on a fait la petite news. Poto, je te propose de passer au thème du jour qui, en plus, ben, nous hypait tous les deux. Ouais. Tu me l'as dit, hein, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit que c'est quelque chose auquel tu réfléchissais. Et moi aussi, forcément, sinon je ne t'en aurais pas parlé. Et donc, le thème d'aujourd'hui, on va le résumer très simplement en se disant vidéaste à 50 ans, est-ce que c'est possible? En gros, c'est ça. Voilà. Vidéaste à 50 ans, est-ce que c'est possible? Dans le vocal que je t'ai fait pour donner une petite idée à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, en gros, si par exemple ta passion c'est la boulangerie, ben, la fin en tout cas de ton cycle c'est de se dire ben, tu as une ou plusieurs boulangeries et donc à la fin quand tu en as marre, ben, tu revends ta boulangerie, et, enfin tu revends ta ou tes boulangeries et c'est fait, voilà, tu ramasses ton gain de fin de vie. Tu es avocat, ben, tu as peut-être un bureau d'avocat avec justement ben, des collaborateurs et de nouveau tu remets ce bureau d'avocat. Tu es assureur, tu remets ton bureau d'assureur. T'es chauffeur de bus, ça a toujours été ta passion d'être chauffeur de bus. Tu termines par exemple chauffeur de bus, tu as été employé, ben voilà, tu es retraité. Mais c'est vrai que pour la vidéo, moi je me pose souvent la question, et au-delà d'être une question, ben des fois ça peut être quasiment être une angoisse de se dire, mais merde, quand j'aurai 50 ans, comment ça va se passer? C'est là Mm. la grosse question. Parce qu'en fait, il y a deux questions en une. Il y en a une à laquelle on pourra pas trop répondre, c'est ce qui est de la retraite, tu vois, C'est d'une ça. pension de retraite qu'on aura quand on aura atteint l'âge. Alors, en Belgique, je sais pas comment c'est, mais en France, là, enfin, comment on dit, il se passe plein de trucs par rapport à l'âge de la retraite qui font pas trop plaisir aux gens, puisqu'on est en train de nous allonger en fait la durée de cotisation. Bon, mais déjà, on sait Vous pas étiez trop bien à au quel. niveau de l'Europe, hein. On était pas Vous, mal, tu vois, ouais, mais vous bon, là, étiez c'est en bien, train hein. de, ouais, mais c'est en train de changer. Et le truc, c'est que, bon, déjà, nous, on sait pas trop, enfin, moi, je sais pas trop en tant qu'entrepreneur, pour l'instant, dans le statut actuel sur lequel je suis censé cotiser pour la retraite, mais j'ai pas des masses de visibilité. Et je te parle même pas des micro-entrepreneurs, où là aussi, on est censé cotiser pour la retraite, mais le statut étant quand même pas si vieux, on n'a pas le recul de se dire, voilà, quelqu'un qui aurait fait une énorme carrière en tant qu'auto-entrepreneur, ce dont je doute un peu quand même, c'est difficile d'y rester très longtemps, qu'est-ce que ça donnerait à la retraite? On n'a pas le recul sur ça. Donc si tu veux, la partie retraite, bon, on ne sait pas trop, hormis le fait de se salarier de sa propre entreprise, et auquel cas, bah, c'est le régime de la retraite, la cotisation normale. Mais l'autre question qui est intéressante, c'est comme tu le dis, à 50 ans, bon, à 50 ans, on ne sera pas à la retraite, ça c'est sûr. Non. Est-ce qu'on pourra toujours faire ce qu'on fait actuellement
à 50 ans. Et ça, c'est quelque chose, C'est ça. effectivement. Je t'ai dit que le sujet me plaisait parce que j'ai justement pas la réponse à cette question. Donc, ça va être. On va imaginer, on va peut-être se relancer un petit peu sur des trucs et essayer de voir. Ben déjà, enfin, moi, je te donnerai peut-être ma vision des choses, mais toi, comment, à 50 ans, tu te vois où, en fait? Tu te vois dans quel état, dans quel truc? Comment tu te vois à 50 ans, toi? Ben, c'est là où justement commence la crise d'angoisse. Tu vois, c'est là où commence la crise d'angoisse parce Tu t'y que, vois pas? euh, ouais, en fait, ouais, je m'y vois pas. Alors déjà, ben, je m'y vois pas. Et puis de deux, si je m'y vois, j'espère vraiment ne pas m'y voir dans la situation dans laquelle je me trouve à l'heure actuelle. C'est-à-dire que oui, je m'éclate énormément, mais je me dis que si à 50 ans, j'ai pas réussi à faire évoluer au-delà de ce que de ce que je fais maintenant mon activité, je me dis qu'il y aura un réel problème parce que en tant qu'indépendant, dès l'instant où on travaille pour soi, ben, le but c'est justement de se dire que on a réussi à, entre guillemets, à mettre les bouchées doubles sur notre partie force de l'âge. Alors je dis pas du tout qu'à partir de 50 ans on est en dehors de la force de l'âge. Pour moi, la force de l'âge chez l'homme en tout cas peut aller facilement jusque 65 ans sans aucun problème. Donc c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est vraiment de se dire j'ai pas envie d'être à 50 ans et de me dire simplement oh ben, je suis bien, j'ai de quoi, mon activité a de quoi voir venir pour les 4 prochains mois, tu vois. Non, j'ai pas envie de me dire ça. J'ai vraiment envie de me dire qu'à 50 ans, j'ai une activité qui, ben voilà, sur l'année qui suit, elle roule. Elle roule, j'ai pas besoin de me tracasser sur les 12 prochains mois qui vont arriver. Tu vois, ça c'est vraiment quelque chose déjà que j'ai envie de me dire. J'ai envie de me dire que que j'aurais été assez intelligent pour mettre des éléments en place qui fait que mon activité tournera bien. Et puis surtout, ce que j'espère vraiment, c'est d'un moment avoir soit un déclic, ou soit les bons partenaires, ou soit les bons clients, pour créer quelque chose qui au final ne sera pas capitalisé sur moi-même, mais sur ce qui tournera autour de moi et qui seront des éléments surtout que je pourrai remettre en vente à la fin de mon activité. Parce que c'est là en fait le plus gros problème. Moi, je le vois bien avec certains clients, par exemple, qui font un chiffre d'affaires énorme. Ils ont une boîte qui tourne super bien, mais le gros problème de cette boîte, hein, c'est que tu les retires de la boîte, elle vaut plus rien. Elle vaut Ouais. strictement plus rien. Tu retires ces personnes-là de la boîte, elle est valorisée à zéro. Elle est valorisée à zéro parce que si justement la boîte génère ce chiffre-là, c'est grâce à cette personne ou à ces plusieurs personnes qui sont dedans. Et si tu les retires, auras beau montrer un bilan comptable exceptionnel, si le client qui est en face de lui se rend compte en effet que tout ça est généré de par la présence de ces personnes, c'est mort, c'est fini, ça vaut rien. Et donc, j'espère vraiment que j'aurai réussi à valoriser quelque chose qui ne sera pas non plus qui ne sera pas simplement mes mains, mais bel et bien quelque chose autour. Alors, bien souvent, des fois, je pense, tu vois, à un petit studio, tu vois, un espèce de studio de production que je pourrais mettre en location, ou, ou quelquefois, j'aurais le gros kiff, tu vois, moi, que j'aurais voulu avoir. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment, vraiment drivé. C'est que si j'avais été plus performant sur YouTube, si j'avais eu un aura beaucoup plus large, et avoir une plus grande audience, et donc du coup ben, générer plus de cash par rapport à ça, ben, très clairement ça aurait été peut-être de monter un studio de production YouTube que j'aurais peut-être pu ben, tu vois, soit mettre en location, ou alors peut-être en tout cas faire grimper des nouvelles étoiles, tu vois, et Mhm. donc peut-être avoir comme une boîte de prod pour les nouvelles générations de créateurs YouTube ou de créateurs TikTok, tout ce que tu veux, mais rester dans cet écosystème qui me plaît bien de par les réseaux sociaux que j'aime bien, et tout en gardant le principe de la production vidéo. Ça, c'est clairement. Je ne sais pas si je peux le garder en tant qu'objectif, parce que je pense que j'ai peut-être échoué au niveau de YouTube, ou en tout cas pas forcément, enfin échoué d'un point de vue professionnel. J'ai réussi d'un point de vue amusement, Ouais. mais j'ai peut-être échoué d'un point de vue professionnel. Ouais, non, je pense, enfin, moi, en fait, le succès d'une chaîne YouTube, il est pas tant à son nombre, il tient pas tant à son nombre d'abonnés, il tient à tout ce que ça génère après derrière, de toute façon, enfin, YouTube est loin d'être mort, on a encore plein de chemin à faire et plein de choses à faire sur YouTube, notamment cette nouvelle chaîne qui, si ça se trouve, va cartonner, Ouais, hein, on sait jamais. ah si Après, ça ouais, se peut. c'est une chaîne de niche, hein, donc je suis pas certain non plus qu'on tapera le million d'abonnés.
mais non, non, là-dessus. Après, alors moi, ce que je me dis par rapport à ça, c'est que de la même manière que on a fait évoluer chacun nos boîtes, c'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, bah, moi, par exemple, je démarrais une petite auto-entreprise un peu complètement à l'arrache parce que j'avais aucune notion de comptabilité, de fiscalité, de machin, de l'aspect commercial non plus, tu vois, j'y connaissais rien. Et donc, par exemple, quand on me disait, oui, mais bon, une fois que, enfin, faudra penser rapidement à changer de statut parce qu'auto-entrepreneur, et je disais, ouais, 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 on verra et tout, machin. Mais non, c'est simple, auto-entrepreneur. Moi, je vais faire auto-entrepreneur toute ma vie et voilà, ça sera très bien. Sauf que bah, dans les faits, comme pour beaucoup de micro-entrepreneurs, bah, au bout d'un moment, on arrive, on explose le plafond, on se rend compte de toutes les limitations du truc et on est obligé d'évoluer. Donc en fait, le truc, je pense que ce par quoi on passe là, à savoir ce questionnement de eh oui, et à 50 ans, ça donnera quoi? On y passe logiquement, dans le sens où bah, déjà, en fait, on a vu que notre activité actuelle, elle est pérenne. Donc ça, c'est une C'est bonne ça. chose, mais on sait que bah, c'est physique, hein, on va pas aller en gagnant en force physique et en endurance. Ouais. Ça, c'est certain. Et moi, je suis le champion pour ça, je fais absolument pas sport, je devrais faire du sport, je suis des fois à court de souffle sur des prestats et ça craint, mais tant que j'arrive à tenir et à faire mes trucs, voilà, je fais pas d'efforts. Mais bref, ça c'est autre chose. Je pense qu'il y a des choses à faire au niveau du développement des entreprises comme la tienne ou la mienne, à savoir, je pense qu'un passage obligé, si on veut à 50 ans pouvoir toujours, et si ça nous plaît toujours en fait de faire ça aussi, parce qu'il y a peut-être cette Oui, dimension-là. Moi, au bout de 10 ans de mon premier métier, ça m'a saoulé, j'ai fait autre chose. Peut-être que pareil. dans 3-4 ans, je vais me dire, ouais, j'en ai ras le cul de la vidéo, je vais faire autre chose. Peut-être, hein, tu vois, enfin, mais en admettant qu'on soit toujours motivé pour ça, je pense qu'un passage obligé, ça va être l'embauche. C'est-à-dire on Mhm. va devoir faire notre deuil, parce que je sais que toi comme moi, on aime bien avoir notre petite liberté et puis avoir personne, tu vois, faire nos trucs quand on a envie et sur le rythme auquel on a envie, etc. Mais on va devoir embaucher. Bon, clairement, le truc qui me freine là actuellement pour l'embauche, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de créateurs qui recrutent des alternants et c'est vrai que ce système d'alternance, il est très bien parce que ça permet pour les petites entreprises comme nous de recruter des gens sans trop prendre de risques et sans que ça leur coûte cher. Parce que c'est cher d'avoir un employé, hein. Il y a toutes les Très cotisations clairement. Ouais. qui vont avec. Et donc ça permet de mettre un pied dans le fait d'être entre guillemets patron et d'avoir un salarié sans prendre trop de risques. Mais je sais que toi comme moi, en fait, une des choses qu'on apprécie le plus dans notre statut et dans notre métier, c'est d'être tranquille. En fait, moi je sais que tu C'est vois, ça. par exemple, on en a déjà parlé, ça m'arrive très régulièrement qu'en milieu d'après-midi, j'ai un coup de ras-le-bol. Ça me saoule vers 13 h ou vers 15 h. Je me dis, bah tiens, je vais aller me regarder un épisode de ma série du moment. Là, je me fous dans mon canapé, je regarde ma série, je bois un café, je suis tranquille avec mon chat et je m'y remets quand j'ai envie. Si j'avais quelqu'un, parce que je travaille depuis chez moi aussi, si j'avais quelqu'un chez moi à ce moment-là, ça me ferait très bizarre de me dire, bon écoute, toi tu continues à bosser, moi je vais mater un épisode de Game of Thrones ou de je sais pas quoi. Ça, ça ferait un petit peu limite. Mais je pense qu'il va falloir qu'on y passe à un moment ou à un autre parce que, comme je te disais, je pense que physiquement, au bout d'un moment, on n'y arrivera plus à faire certaines choses, ou du moins plus aussi facilement. Et qu'il va falloir transmettre quelque part un petit peu notre savoir à une autre personne qui va apprendre petit à petit. Et puis aussi nous dire, voilà, ben, à tel moment, je vais peut-être plutôt, voilà, à 50 ans, m'occuper de la partie commerciale de la boîte. C'est-à-dire que Mhm. Ouais. je vais gérer tous les clients, et puis après, tout ce qui est aussi en termes de tournage, parce que moi ça me ferait quand même deuil de ne plus tourner, il y a la partie réal, hein, parce que quand tu vois sur une équipe, le réal, c'est pas le mec qui a le truc le plus physique à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important et ça ne veut pas dire que les autres sont moins importants que le réal. Mais dans une équipe de tournage, le réal, bah, il check et il donne les directives, mais c'est pas lui qui va tenir la caméra, c'est pas lui qui va faire le point, c'est pas lui qui va faire la prise de son, tu vois. Donc au final, je me dis que c'est aussi une partie du métier qui peut clairement vers laquelle on peut évoluer, c'est-à-dire passer de filmmaker indépendant solo et tout ça à réel
tu vois, ça peut être pour une agence, ça peut être, tu vois, il y a aussi comment dire, cette dimension-là, dans le sens où en plus de ça, pendant des années, comme ce qu'on fait actuellement, on aura occupé tous les postes. Donc Oui, légitime entre guillemets à être réel aussi, à dire au chef op, bah attends, là ton travelling, je voudrais qu'il soit un petit peu plus lent, à dire à tes figurants ou tes acteurs s'il y en a, attends, il faut que tu ailles sur la croix ici, là tu dis ton texte là, dis-le un peu plus comme ça, à voir avec le chef électro, bah, je voudrais un mood un peu plus dark ou un peu plus léger, tu vois, en fait, on aura peut-être plus un rôle de chef d'orchestre, mais ça, c'est à condition soit d'intégrer une équipe, et à ce compte-là, bah, on n'est plus indépendant, soit bah, d'embaucher, de la créer, en fait, nous-mêmes, l'équipe. Moi, je me dis que ça peut être quelque chose d'intéressant, mais encore une fois, il faut la ressource, quoi. Il faut la ressource. c'est ça. Il faut la ressource et puis surtout, il faut la clientèle qui va avec, parce que suivant l'endroit dans lequel on se trouve, c'est peut-être pas en tout cas forcément c'est peut-être pas forcément facile de pouvoir générer une telle équipe par rapport au potentiel de clients qui se trouvent sur place. Donc il y a énormément de facteurs à prendre en jeu. Alors tu parlais un peu de l'élément de la retraite. Toi comme moi, on a un gros avantage. Je sais pas si c'est pareil pour toi au niveau de la France, mais moi, j'ai quand même eu, de par ma vie précédente, j'ai quand même été pendant 10 années employé. Et Mm. il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en Belgique, pour avoir un minimum de retraite, enfin, pour avoir le strict minimum de la retraite, il faut justement avoir travaillé au minimum 10 ans, avoir été au minimum 10 ans employé. Heureusement, j'ai eu cela, donc ça, c'était un plus parce que c'est vrai que j'ai directement travaillé en sortant de mes études, j'ai pas fait de hautes études, et donc j'ai déjà ça qui est présent. Maintenant, en effet, nous au niveau de la retraite en Belgique, je crois qu'on est à 67 ans si je me trompe pas. Je crois qu'on est ouais, avec des pré-retraites possibles à 64, mais de mémoire on est à 67. Je sais pas à quel âge maintenant vous êtes vous en France. Bah, alors là, c'est justement tout le débat. Là, je sais pas si c'est 64, 65. Je, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais donc voilà, donc toi, je sais pas si par rapport justement à ta vie précédente aussi, si tu as des éléments de retraite qui ont été, je suppose, tu as cotisé aussi pour ta retraite durant Oui, ces années où tu étais. alors Donc, c'est tellement un truc où je me dis, ça peut changer tellement de fois d'ici que je sois à la retraite, qu'en fait c'est le ah genre de oui, truc sur lequel je m'attarde pas. Je me dis, je vais tout faire pour avoir une retraite, mais je verrai le moment venu, quoi. Idéalement, je me dis que là, actuellement, c'est un statut d'entreprise transitoire que j'ai, à savoir entreprise individuelle où je suis travailleur non salarié, donc je n'ai pas de fiche de paye. Donc je cotise. Alors je sais pas comment je cotise. En fait, je dois cotiser d'une façon ou d'une autre, mais là je sais pas comment je cotise. L'idée c'est à moyen terme, d'ici 2 3 ans, d'éventuellement peut-être changer de statut et de me salarier pour pouvoir dégager une retraite. Mais enfin, moi la retraite, je suis pas certain que j'aurai un truc de ouf. Donc j'essaie de me la faire à côté, quoi. La retraite, de me la préparer ah mais ouais, c'est pour obligatoire. anticiper. Voilà, c'est Ça, surtout c'est ça. obligatoire. Ouais, ouais, ça, c'est vrai qu'on on l'a jamais mentionné, hein, mais très clairement, dès qu'on commence à être indépendant, dès la première année, moi je sais bien que j'ai peut-être attendu, enfin non, 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 enfin déjà avant d'être indépendant, j'avais déjà une cotisation de retraite en plus de la retraite de mon salaire. Donc Mm. déjà avant cela, je mettais en plus une cotisation supplémentaire et que j'ai continué ici en tant qu'indépendant. Donc je mets en fait chaque mois, je mets en Belgique ce qui est le maximum déductible. Voilà. Donc en fait, je mets le D'accord. maximum qui est déductible fiscalement parce que sur ce que tu cotises en supplément par rapport à ta retraite, tu as une déduction fiscale qui peut s'effectuer sur ta comptabilité en plus. Donc on a un avantage fiscal qui est présent par rapport à ça, ce qui pousse les gens justement à cotiser en plus de ce qui est déjà pris sur leur salaire. Mm. Et donc, j'ai cette cotisation-là qui est présente et je me demande si pour 2023, j'en ferai pas une deuxième, mais qui, elle, ne serait plus déductible fiscalement par contre. Mais donc, Ouais. c'est vrai que c'est super important de se créer sa propre épargne pension, sa propre retraite, parce que comme tu dis, même les gens qui sont à l'heure actuelle employés,
et qui sont dans la même tranche d'âge que nous, on ne sait pas du tout si en effet, si à 65, enfin dans l'avenir, si l'État belge ou français ne viennent pas d'un coup sec comme ça nous dire, bon ben désolé, mais en fait on a un peu déconné, il y a peut-être plus vraiment assez d'argent dans les caisses que pour assurer une retraite, donc ben, désolé, vous avez J'aimerais cotisé, trop, mais vous l'avez dans l'os. j'aimerais trop que les mecs arrivent vraiment comme ça à la télé. Désolé, en fait, on a un peu déconné. J'adorerais. Le mec, il avait c'est Jean-Louis, il avait la calculette. C'était bon. Il nous avait dit. En fait, il s'est planté. Il avait pas mis la virgule. Et j'adorerais voir ça. Écoute, au moins ça serait cash, hein, voilà, il nous le ferait direct. Mais c'est vrai que, alors je sais bien qu'à chaque fois que je dis que c'est, à chaque fois que j'aimais cette idée-là, j'ai toujours des gens qui me disent, oui, mais non, attends, t'imagines s'il y a ça, mais c'est la révolte dans la rue. Je dis, wow, 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 wow. Je dis, il y a eu des choses des fois bien pires et on n'a pas forcément eu de révolte dans la rue, donc c'est pas pour autant qu'on va soulever un État si, s'ils nous annoncent ça comme ça. Surtout que connaissant les politiques, ils le feraient progressivement. Ouais, et puis Donc, bon, après, la politique, c'est pas notre rayon. Nous, on parle non, de voilà, vidéos, hein, on verra. c'est ça. Mais par contre, ça soulève un point qui est vachement intéressant, je trouve. C'est que, au final, le métier de vidéaste, dans la tête des gens, c'est quand même tu vois, un Eldorado et tout. Et alors, je suis pas en train de dire que c'est un métier très, très pénible et machin et tout ça. Au contraire, moi, j'adore mon métier et je suis heureux comme tout de faire ça depuis des années. Mais ça souligne quand même le fait que bah, notre métier, il est quand même assez précaire, hein. Au final, Oui, tout ce voilà. qui est... Et puis, on voit arriver beaucoup de... Il y a une sorte d'ubérisation, en fait, hein, quelque part, Oui, ah oui, totalement. du métier de vidéaste, parce qu'on voit arriver beaucoup de gens qui se lancent sur le marché, tout ça, parce qu'ils se disent, ah ouais, moi aussi, je veux cette liberté, puis j'adore faire des vidéos. Et ils ont quand même raison, parce que nous, c'est comme ça qu'on s'est lancé aussi, hein. Mais au final, on se retrouve avec, quand tu vois les gens, bah, beaucoup de micro-entreprises, beaucoup de gens assez précaires ou qui ont deux boulots ou machin et tout ça. Et tu te dis, sans faire, comment dire, le bourgeois, tu te dis, ouais, enfin, c'est quand même pas un truc hyper stable. Moi, je sais que généralement, là, on arrive dans la période où je deviens anxieux. Parce que chaque année, c'est Oui, pareil, tu vois, ma période creuse, c'est à peu près en ce moment, tu vois, à peu près jusque, ça va commencer en décembre et jusqu'à fin janvier, c'est ma période creuse, et c'est là où je me dis, oh là là, mais en fait, là, j'ai pas de clients qui m'appellent, comment je vais faire? Ça se trouve, cette année, c'est l'année où ma boîte va couler, j'ai été trop présomptueux, j'ai voulu choisir mes plans, et en fait, bah, du coup, là, j'ai plus personne. Et après, à chaque fois, en février, je me fais défoncer la gueule parce que du coup, j'accepte des trucs parce que je suis un peu en stress. Et je me retrouve avec 3000 projets à devoir gérer. Et donc maintenant, je suis anxieux, mais philosophe. Je me dis, c'est ouais, je ça. suis anxieux, ok, mais chaque année, tu as été anxieux à la même période de l'année, et chaque année, ça s'est arrangé, donc il n'y a pas de raison. Mais il y a aussi donc ce côté précaire. Et puis, je pense que, comme tu disais, tout à l'heure, tu parlais de trouver les clients qui vont bien avec les projets plus ambitieux. Je pense que, alors moi c'est ma façon de voir, peut-être que je me trompe, tu vas me dire ce que j'en pense, mais je pense que plus on avance, plus il faut vraiment qu'on ose choisir nos clients Mhm. et qu'on ose dire, voilà, non, ces prestats-là, je ne les fais pas. Je ne les fais pas, je les laisse aux gens qui démarrent parce qu'ils en ont besoin et parce que nous, on l'a fait aussi. Mais moi, aujourd'hui, je veux, entre guillemets, imposer une façon de faire avec une équipe, avec des moyens, avec du budget et m'orienter là-dessus. Parce que clairement, je pense que c'est un bon plan dans le sens où si on propose des vidéos comme ça, qualitatives avec budget, avec équipe, etc., clairement, c'est quelque chose que la plupart des freelances ne proposent pas. Et là, c'est un truc différenciant. Donc je pense qu'il y a un double effet qui se coule dans le fait de faire ça. C'est que le premier, c'est que on arrive à faire quelque chose qui pour nous est moins éprouvant aussi parce qu'on n'est plus tout seul, qui rapporte aussi suffisamment de l'argent, qui propose un service que la plupart des autres ne proposent pas. Et ça, c'est clairement quelque chose, je pense, que quel que soit notre niveau de vidéaste et notre degré d'avancement dans l'aspect financier, business et tout ça, je pense que la différenciation, encore plus aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Parce qu'il y a tellement de monde
qui fait des vidéos aujourd'hui, que se différencier, c'est indispensable. Et en plus de ça, pour moi, je trouve que c'est très facile de se différencier parce que tout le monde fait la même chose. Au final, Oui. moi, je vois passer les vidéos de freelance sur mes feeds, des machins, tout ça. J'ai l'impression que c'est toujours le même gars. Alors que non, c'est Mhm. pas les mêmes gens. Mais on voit toujours les mêmes choses. Donc si toi, tu arrives avec un concept haut de gamme, avec budget, en disant, voilà, bon, bah oui, bon, il y a les freelances, ils font du très bon travail et tout ça, mais un freelance, il a deux bras et il est limité. Moi, j'ai plus de paires de bras, j'ai plus de matériel, j'ai un savoir-faire que le freelance, il n'a pas forcément parce qu'il n'a pas été confronté, pas parce qu'il est moins bon, mais parce qu'il n'a pas été confronté à ce type de tournage-là. Voilà, moi, je suis sérieux. Et je peux vous proposer ça. Je pense que, alors, je suis pas en train de dire, moi je suis sérieux, les autres ne le sont pas. C'est dans le discours, comment on peut le présenter à des clients pour générer bah, plus de chiffres, enfin, des contrats qui nous plaisent plus et qui nous conviennent mieux à nos âges avancés. Et voilà quoi. Mais je crois que tu as raison et il faut aussi challenger les clients avec lesquels on est. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui ont aussi évolué, qui se sont agrandis. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas hésité des fois un peu à les challenger. C'est-à-dire que ils sont plus grands, ils génèrent plus de cash et pourtant ils veulent rester dans le même style de production. Et c'est vrai que de temps en temps, je me suis retrouvé à faire des réflexions en disant, mais non, on ne prendrait pas plus de temps pour faire quelque chose de plus qualitatif, avec plus de moyens, plus de budget. Donc, essayer de les repousser en disant, t'en as pas marre qu'on fasse à chaque fois ça, plutôt justement qu'on aille un peu plus loin et d'avoir quelque chose qui corresponde encore plus à la nouvelle image de la société qu'à l'heure actuelle. Je pense que ça aussi, c'est important. C'est aussi d'un peu de challenger justement les clients qu'on a qui, déjà, ça va leur apporter un nouvel air, hein, donc quelque chose d'un peu plus frais. Ça évitera peut-être, parce que c'est vrai que quand on a des bons clients qui sont un peu des poules aux œufs d'or, il ne faut pas oublier que ces mêmes clients se font aussi des marchés. Donc, c'est-à-dire que les gens ne sont pas cons, hein. Si moi, par exemple, je vois qu'il y a une société qui communique constamment en ligne par des vidéos et que je suis un peu dans la dèche, j'hésiterai pas en tout cas à contacter cette société-là et à proposer aussi mes services, quoi. Donc, c'est-à-dire, j'ai vu en effet que vous communiquez énormément, vous travaillez peut-être avec la même personne. Si un jour vous avez un problème, un désistement avec celle-ci ou quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à me contacter. Voici en tout cas mes différentes réalisations. Et donc voilà, donc je me dis que si moi je viens à le faire, si moi je venais à le faire, il y aurait aussi forcément d'autres personnes qui vont penser à le faire. Donc le fait de pouvoir un peu amener quelque chose d'un peu plus frais à ses clients, qui forcément va être un peu plus onéreux, ce qui est tant mieux pour nous, va leur permettre de se dire, oui, le gars avec qui je travaille, David avec qui je travaille à l'heure actuelle, c'est toujours le bon gars. Et s'il y a d'autres personnes qui continuent à m'appeler, je dirais non. Je dirais non tout simplement et je vais rester avec lui. Donc ça, je pense que nous challenger, donc en disant, comme tu dis, au bout d'un moment, on arrête les petits trucs, j'ai pas forcément de dire merdiques, mais en tout cas les choses qui nous prennent plus de temps que ce que cela nous rapporte réellement en argent. Peut-être laisser un peu plus ça sur le côté, ou comme tu dis, les personnes qui commencent. Et parce qu'en effet, de toute façon, de par l'ubérisation, hein, tu l'as si bien dit, à l'heure actuelle, ne fût-ce que pour la partie post-production est devenue un tel système d'ubérisation que c'en est monstrueux, hein. Il suffit de regarder un peu des plateformes comme Fiverr qui nous permettent de trouver des sous-traitants à travers le monde et pour Ouais. 3 fois rien. Donc, il y a pas mal de choses comme ça à se poser comme question. C'est vrai que toi et moi, on fait ce podcast en se disant, voilà, vidéaste à 50 ans, mais dans lequel au final, on n'a pas vraiment de réponse. On a un doute, des angoisses par moment, mais on n'a pas. Moi, en tout cas, j'ai mes envies. Tu vois, j'ai mes envies. Je te l'ai dit au début. Ouais. J'aurais par exemple un espèce de système de studio de production pour du YouTube. Ça me plairait grave, tu vois, où Ouais. je pourrais justement faire de la production pour des étoiles montantes en tout genre et qui peut-être seraient liées par rapport à des autres passions que j'ai. Par exemple, tu vois, j'adore le jeu vidéo, même si je ne joue pas du tout assez par rapport à ce que j'ai comme passif là-dedans. Tu vois, je sais pas, faire le setup de production d'une étoile montante dans la vidéo, ça me plairait bien. Ou peut-être avoir aussi peut-être sur le côté de donner de temps en temps des formations, des masterclass de caméra en présentiel. Ça me plairait bien aussi en plus. C'est des choses, ça, c'est Ouais. des choses que je me vois très clairement faire encore à 50 ans par contre.
La formation, clairement, c'est aussi, c'est vrai que on en fait nous actuellement à petite dose parce que comment dire, notre taf de vidéaste nous prend le plus gros de notre temps. Maintenant, c'est vrai à un moment, effectivement, on est, je pense, déjà légitime à faire de la formation aujourd'hui, mais on le sera encore plus à 50 ans puisque Ah on aura oui. encore plus de bouteilles. Et je dis, je pense que à mon avis, dans notre métier, l'importance, elle est dans la transmission. Alors que ce soit au travers de formation, ça peut être un canal, mais la transmission aussi à des gens que tu vas embaucher, à transmettre un savoir-faire pour qu'ils le fassent entre guillemets à ta place. Pour te décharger et que toi tu t'occupes d'autre chose. Le truc où je me dis aussi, tu vois, le fait d'agrandir sa boîte, c'est que on le voit effectivement comme une charge. Tu vois, là l'autre jour, il y a un site qui est très bien fait en France qui te permet en fait, en fonction du salaire que tu veux donner à ton employé, de calculer combien il va te coûter. Ah, ok. Et inversement, tu peux dire, voilà, j'ai un budget de 25 000 euros à l'année, je peux payer la Ah, personne c'est combien. super bien fait ça. C'est vachement bien, et puis c'est hyper simple. Je suis tombé dessus hier et c'était vraiment très très cool. C'est un simulateur, c'est vraiment très bien. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que oui, certes, le fait d'employer quelqu'un, ça a un coût, mais si c'est bien fait, si c'est fait au bon moment avec la bonne stratégie, c'est une autre paire de mains. Où là où nous, on a l'habitude de Ah oui. travailler, de faire tout seul à longueur de journée, le temps qu'on perd à des petites choses toute la journée, il est incroyable. Ce temps-là, on pourrait le passer à faire autre chose. Moi, je sais que par exemple, si j'avais quelqu'un, par exemple, toute la partie montage de mes vidéos pour les réseaux sociaux, YouTube et compagnie, c'est mort, je les fais plus, quoi. C'est la première tâche, je pense, que je donnerais à mon employé si j'en avais un ou quand j'en aurais un. Parce que clairement, tout ce temps-là passé à ça, je pourrais clairement aller soit écrire de la formation, par exemple, soit recontacter des clients, soit aller faire des tournages pendant que lui, il est en train de monter, et inversement, tu vois. Enfin, en fait, si la stratégie est bonne, normalement, ton employé, il est censé aussi t'amener un surplus de chiffre d'affaires, puisqu'il y a une paire de mains en Ah, plus. ça, c'est tout à fait vrai. Alors désolé pour s'il y a un bruit sourd qui vient de se réactiver parce que l'endroit dans lequel je me trouve de temps en temps, le frigo fait un peu des caprices. Donc désolé s'il y a un petit bruit sourd, je pense pas qu'on l'aura, mais bref. Mais par contre, je suis curieux, est-ce que par rapport à la simulation que tu as fait, est-ce que par exemple en tapant 25 000 euros, est-ce que tu t'es rendu, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une réelle plus-value sur base d'un salaire alors, qui sera très très loin d'être un temps plein à 25 000 euros, mais est-ce qu'il y a moyen À, dans à les 25, simulations que tu as... Ouais. 25 000 euros, c'est le coût d'un SMIC, d'une personne au SMIC. Enfin, c'est ce que me disait ce que me disait le simulateur, hein. 25 000 euros, c'est le coût d'une personne en SMIC en CDD, sachant que si elle est en CDI, la personne, on tombe à 20 000 euros à peu près. Avec 20 000 Ah euros, oui, ok. t'as quelqu'un à 35 heures au SMIC, voilà, en CDI. En CDI, donc Waouh, 20 ok. c'est pas énorme en fait hein, quand il pense par rapport à la. Il faut faire, en fait, il faut peser le truc. C'est-à-dire se dire, voilà, si je veux embaucher quelqu'un au SMIC, c'est pas lourd le SMIC, hein, faut se dire ce qui est. En plus, enfin, moi je sais que si j'embauchais quelqu'un, donc déjà ce serait au SMIC, ça c'est sûr parce que je pourrais pas faire Ouais, plus. ouais, ouais, ouais. Et il faudrait qu'il soit sacrément multitâche et polyvalent. Mais bon, bref. En tout cas, c'est pas si énorme que ça. Après, il y a l'alternance. L'alternance, alors, il y a la dimension formation aussi dans l'alternance. C'est-à-dire que c'est pas un temps plein et que c'est pas quelqu'un qui est censé être opérationnel dès le début. Le but du jeu, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que tu le payes pas très cher, mais tu le formes. Et, sachant que ce qui peut être cool, c'est qu'une fois qu'il a fini son alternance, si la formation s'est bien passée, tout ça, tu peux te le recruter pour de bon sur un CDI ou un truc comme ça, et tu l'as déjà formé, donc il est OP dès le premier jour. Mais il y a plein de solutions en fait hein, là-dessus, et puis je pense que c'est clairement au bout d'un moment, je te dis, c'est le même parallèle, c'est-à-dire que pendant tout un temps, tu n'envisages pas d'être autre chose que micro-entrepreneur, et puis un jour tu te dis, c'est une évidence en fait qu'il faut changer de statut, et je pense qu'à un moment donné, toi comme moi, ce sera une évidence qu'il faudra qu'on embauche quelqu'un, ça c'est sûr. Mais très clairement, mais c'est vrai que même au-delà de l'alternance, comme tu dis, hein, un SMIC à 20 000, tu aurais par exemple un jeune qui sort juste d'études. Tu as un jeune qui, voilà, je vais te donner un bon exemple.
est à distance à pied de là où tu travailles. Il sort des études, il n'est pas forcément encore présent avec des charges financières, donc il vit éventuellement encore chez papa ou chez maman. Et le fait de lui dire, bah, écoute, voilà, c'est le SMIC, mais en attendant, tu n'as pas de frais, tu as de l'apprentissage qui est présent dedans, je ne te demande pas d'être compétent directement dans tout, tu auras de l'apprentissage de ma part, et surtout d'être transparent avec cette personne en se disant, écoute, en effet, tu as le SMIC, mais par contre, fin de l'année, on fait le point comptable, je travaille à comptabilité ouverte avec toi, et si tout a été bien, ben, il y aura du bonus qui va tomber, et un bonus qui pourrait éventuellement être imposant. Donc c'est vrai que si vous avez ça, en tout cas en France, il faudrait que je regarde en Belgique. En Belgique, je pense pas que j'arriverai à des montants pareils parce que les charges sont très très lourdes en Belgique, mais je Après, elles regarderai sont pas par mal chez nous. curiosité. Elles sont pas mal chez nous aussi. J'étais surpris. Je m'attendais vraiment à avoir le double. Et alors après, Oui, ça ah se oui, trouve, oui, tout à fait. c'était sur le site du gouvernement. Donc je veux dire, je pense que c'est un peu. Mais après, il y a peut-être des choses qui rentrent en ligne de compte. Je dis, j'ai regardé ça moi d'un point de vue assez profane C'est dans la ça. matière. Peut-être que les auditeurs pourront, s'il y en a qui ont des employés, nous dire exactement combien leur coûte quelqu'un s'il est au SMIC ou de manière générale, ça serait pas mal parce que bah nous. Comme on disait au début, en fait, cet épisode de podcast là, il est plus pour susciter une réflexion que pour amener des réponses. Oui. Et nous, on est tout à fait preneurs en fait de ces retours là, si vous en avez d'expérience, parce que ça peut nous aider également. Ah mais tout à fait, on se l'est dit, hein, on s'est mis ce sujet-là. Je pense de toute façon que dans la lignée des podcasts qu'on aura tendance à mettre en avant, ça sera toujours surtout par rapport à des questions que toi et moi, on se pose. Et parce qu'il n'y a rien à faire, hein, en tant que vidéaste, ça fait quand même super du bien de pouvoir discuter avec un autre collègue. Soit ça va nous apporter des fois des réponses à des questions qu'on se pose, ou alors de temps en temps, ça va nous donner le coup de pied au cul pour se dire, putain, ben, François, il m'a donné envie de faire ça, et voilà, c'est fait, je me lance. Là, j'ai envie de le faire, j'ai envie de regarder à ça, et quelquefois, ben, ça nous permet de mettre un peu la pièce au jukebox, hein, comme on dit, et de pouvoir lancer la machine, lancer la musique, et de se dire, ben, je fonce, j'ai eu le déclic, c'est bon pour moi. Je mets ça en avant parce que comme tu dis, hein, là, très clairement, toi et moi, on l'a atteint, ce plafond de verre, hein. C'est-à-dire le plafond d'être optimisé à 100% par rapport à juste notre paire de mains. On l'a atteint. On l'a atteint. Moi, Ouais, je peux pas aller plus, quoi. Je ne peux pas faire pareil. plus que ce que je fais à l'heure actuelle. C'est impossible. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, Ben, je pense qu'il faut aussi que les auditeurs ils aient conscience que en termes de temps de travail, et alors je ne dis absolument pas ça pour qu'on nous plaigne ou qu'on nous dise ah les pauvres ou machin, on est très 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 loin des 35 heures, hein. Moi je suis, je pense, ouais. entre 50 et 60, enfin je compte pas en fait, je ne compte pas C'est parce que ça. si je compte je vais me faire peur, mais c'est sûr et Ouais. certain que tu vois encore hier soir, j'ai ma compagne qui me passe un coup de fil pour savoir comment ça allait et tout. Et je dis, ouais, je bosse. Elle me dit, tu bosses encore? Et je n'avais pas vu l'heure en fait. Il était 20 heures, sachant que moi, ma journée, elle démarre vers 9 heures à peu près, tu vois, que le midi, je fais une petite pause. Après, comme je te disais, des fois, je fais des petits breaks dans la journée et tout, mais 20 heures. Et en fait, je m'étais pas du tout rendu compte. Et je me suis forcé à arrêter parce que j'avais encore des choses que j'aurais pu continuer de faire. Je me suis dit, non, attends, tu vas attendre un peu, tu vas répartir un peu plus, et puis voilà. Mais il y a faire plus, effectivement, c'est très compliqué, parce que là, ouais, il y a qu'un cerveau, il y a qu'une paire de bras. C'est pour ça, je pense, tu vois, enfin, au fil de cette réflexion, plus on en parle, plus je me dis, en fait, moi, la seule possibilité d'évolution et de pérennité, c'est d'embaucher. C'est d'embaucher parce qu'en Mhm. fait, on se rend compte que quelque part, c'est très compliqué de faire toute sa vie un business tout seul. Aujourd'hui, actuellement, avec la conjoncture, avec tout le contexte qu'il y a actuellement, ça peut être, c'est très compliqué d'être tout seul. Et même, tu vois, on se dit, on parlait d'argent dans le podcast précédent. C'était l'autre jour, je discutais justement.
avec quelqu'un qui me disait je vois pas l'intérêt de changer de statut, de passer en entreprise individuelle ou SAS ou machin. En auto-entreprise, ça va très bien. Je dis ouais, mais je dis après, tu commences à perdre tous tes avantages au bout d'un moment si tu commences à faire un peu plus que 25-30 000 euros par an. Et le mec me dit ouais, mais 25 ou 30 000 euros par an, c'est vachement bien. J'ai dit non. J'ai dit non. Ça- 25 ou 30 000, en fait, tu ne vois la partie émergée de l'iceberg quand tu dis ça. 25 ou 30 000 euros par an en tant qu'auto-entrepreneur, c'est pas 25 ou 30 000 euros dans ta poche. C'est ton chiffre d'affaires. Et ça, les gens, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la nuance. Pourtant, on me l'a répété et tu vois, j'entendais le truc, mais ça imprimait pas. La nuance entre chiffre d'affaires et bénéfice. Ce qui n'est absolument pas la même chose. Si tu te dis que ouais, j'ai fait 25 000 euros de chiffre, c'est trop bien. Ah ouais, 25, ouais, bah ouais, ça fait, t'imagines, ça fait plus de 2 000 euros par mois. De chiffres, de chiffres. T'enlèves les cotisations URSSAF, t'enlèves tes déplacements en bagnole, t'enlèves l'amortissement de ton matériel, tout le truc comme ça, etc. Combien il te reste à la fin? Combien il te reste à la Ouais, fin? Et là, tu te dis, eh ben ouais, ben en fait, tu vois, le SMIC, il est pas loin, hein. Quand tu fais le maximum de l'auto-entreprise, en fait, au final, à moins vraiment de n'avoir aucune charge, de vivre chez ses parents, de ne pas se déplacer, de tout faire en télétravail et tout ça, à moins vraiment d'être dans ce cadre-là, de ne faire aucun investissement de matériel et tout ça, le plafond de l'auto-entreprise, il n'est pas si ouf que ça. En fonction des situations, il n'est pas si ouf que ça quand on enlève tous les frais. Et il faut s'amuser en fait à pointer un petit peu, tu vois, enfin, la part d'électricité, la part de gaz, la part de tout ce que des kilomètres que tu fais avec ta bagnole, de la révision, du train de pneus, de machin, de tous ces trucs-là, en fait, au final, c'est des charges qui sont liées à ton travail. Et que c'est ça, hein. quand t'es salarié, tu n'as pas. Par exemple, quand tu es salarié, que tu vas dans une boîte, que tu bosses derrière un bureau et tout ça, tu n'achètes pas ton ordinateur. Tu vois, c'est la boîte qui te met à disposition un ordinateur. Normalement, quand tu bosses derrière un bureau, ça viendrait à jamais à l'idée de quelqu'un qui bosse dans une administration quelconque sur un ordinateur de payer un nouvel ordinateur pour pouvoir travailler. Non, c'est à l'employeur de le faire. Et ben là, c'est la même chose. En fait, c'est arriver à se dissocier, d'être un peu schizophrène, de se dire voilà, je suis freelance, mais d'un côté, je suis l'entreprise, d'un côté, je suis le travailleur. Je dis pas salarié C'est parce que ça. c'est pas salarié. Et se dire, en fait, il faut qu'à certains moments, j'arrive à switcher pour pouvoir avoir cette vue d'ensemble, cette vue soit en tant qu'entreprise, soit en tant que travailleur. Et au final, c'est pour ça que quelque part, on va être obligés tous, pour pérenniser, tous les gens qui vont, à mon avis, réussir à pérenniser leur entreprise en tant que vidéaste, pour moi, devront agrandir leur boîte. Je pense que c'est pas pour faire le capitaliste de base et pour gagner encore plus et machin. Non, c'est juste tout simplement pour pouvoir être pérenne sans forcément gagner des 1000 et des 100, quoi. Ah, mais C'est- c'est tout à fait ça, hein. Comme tu dis, on n'est pas là, on n'est pas du tout là pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est un cas réel. Et d'ailleurs, ben, si on fait ce sujet, ce podcast, de se dire vidéaste à 50 ans, c'est parce que la question se pose vraiment. Et comme tu dis, hein, hier, tu expliquais justement par rapport aux charges, ça m'a encore fait rire parce que hier, ben, il y avait quelques rentrées d'argent, si tu veux, que je n'avais pas, sur lesquelles je m'étais pas payé. Donc, je crois qu'il y avait l'équivalence pour quelque chose comme 6 ou 7 000 euros, tu vois, de rentrée d'argent qui avait été effectuée sur mon compte pro. Et du coup, ben, je me paye par rapport à ça. Et puis, je regarde mon compte privé, je fais. Ben, il n'a pas beaucoup bougé par rapport à ce que j'ai rentré. Mm. Et puis tu te dis, bah, putain, ouais, en fait, sur les 7 000. Enfin, tu sais, à chaque fois, je me remarque, tu vois, je rigole, tu vois, je rigole en disant, bah ouais, au final, c'est ça, même sur 7 000 euros, il n'y a que ça qui te reste, quoi. Donc, c'est toujours marrant de voir ça. Et puis, comme tu dis, hein, c'est-à-dire que 30 ou 35 000 euros, ben, c'est pas ouf, quoi. Moi, je sais bien qu'il y a 2 ou 3 jours, j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, putain, il faut que je trouve encore 4 000 euros à faire pour cette fin d'année. Elle me dit, pourquoi 4 000 euros? Ben, je dis comme ça me permettra de dépasser un peu les 50 000, ça me dépassera de dépasser un peu les 50 000 euros de chiffre d'affaires pour cette année, tout en sachant que moi, elle a été légèrement décalée de quelques mois, donc elle est pas complète. Mais je dis au moins, ça me permettra de dépasser les 50K
de chiffre d'affaires hors TVA. Mais voilà, donc c'est-à-dire que dans ma tête, si j'arrive pas à dépasser ces 50K, pour moi, je suis pas content de mon année. Tu vois, je suis pas content de cette année. Donc c'est comme tu dis, hein, on se dit ouais, mais autant d'argent. Non, il faut vraiment pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. C'est des choses qui sont totalement différentes et il faut vraiment faire attention à ça parce qu'il y a plein de personnes qui se font avoir, surtout nous ici en Belgique où, entre guillemets, euh, l'État n'est au courant, par exemple, enfin, c'est pas un système d'être au courant, mais il réactualise, il vérifie en tout cas les taxes que tu dois payer 3 ans après ton chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le chiffre d'affaires que je fais maintenant ici en 2022, ben, il sera réellement recalculé par l'État belge qu'aux alentours de 2025. Et donc, en 2025, si j'ai pas correctement payé toutes mes taxes de 2022, ben, ils vont me dire, Bam. par rapport à... Ouais, voilà, bam, tu vois, bam, bam dans ta gueule. Donc, Tac. si tu as voilà, si t'as mal calculé ton coût, tu peux vite être dans la merde. Donc, Oui, oui. c'est le discours que j'ai de temps en temps d'autres collègues qui me disent ah putain, je me suis fait avoir cette année, je dois repayer 4 ou 5 000 euros à l'État. Et je fais waouh, mais qu'est-ce que t'as foutu? Ah ben j'ai mal calculé cette année-là. Donc ce qui fait que moi je suis hyper parano, je laisse énormément de cash sur mon compte professionnel pour si Ouais. jamais un jour une de ces bricoles m'arrive. Mais ouais, c'est chaud, quoi. Comme tu dis, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais je pense que si très clairement on n'était pas passionné par la vidéo, moi je ferais plus ça, quoi. Je pense pas que je Oui. continuerais à faire ça si j'étais pas passionné. Oui, non, c'est sûr. Mais tu vois, je pense que pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs des différents stades en fonction du chiffre d'affaires, alors ordre d'idée purement subjectif, d'ailleurs tu me diras si tu n'es pas d'accord avec moi, moi je pense que euh, pour un bon démarrage, alors on va parler en chiffre d'affaires annuel, hein. Un bon Ouais. démarrage pour un début, je pense que c'est 20-25 000 euros de chiffre annuel. Je pense que pour un début, c'est bien. C'est-à-dire que quand tu te lances, tu vois, allez, on va dire les 2 premières années, c'est un début correct. Parce qu'en plus, généralement, tu vois, il y a des aides au lancement, une exonération partielle de charges, etc., etc. Je pense qu'ensuite, entre 40 et 50 000 euros, quand tu es tout seul, c'est la pérennité, tu vois, c'est le seuil de pérennité de ton entreprise. Et on va dire à partir de 70 000 euros, le moment où il faut embaucher et tenter de Oui. développer un peu plus. Tu vois, moi je visualise. En fait, au niveau des différentes étapes, je les visualise un petit peu comme ça. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, disons qu'en effet, si tu dis que la logique pourrait se dire, ben moi à partir de 50, je vais embaucher pour essayer d'essayer de faire 70, d'essayer de faire 70. Ben non, parce que dès l'instant où si tu embauches et que le salaire de la personne t'aide juste à atteindre ce chiffre d'affaires en supplément, ben ça sert à rien. C'est brasser du vent, quoi. Donc en effet, Ouais. comme tu dis, je pense que le but c'est d'avoir réussi peut-être à être passé à 70K sur l'année. À ce moment-là, se dire j'embauche, peut-être pour essayer de passer à 100 000 par exemple. Donc Ah, je je suis pas pense qu'en forcément effet, d'accord. Je suis pas ouais, forcément ah, d'accord parce que je me dis que l'embauche, elle n'est pas forcément dans un objectif de faire augmenter le chiffre d'affaires. Parce que moi bien. ça peut être aussi être le maintenir, mais en travaillant moins, tu vois, en répartissant un peu plus Ouais. l'effort. Ouais, j'ai toujours peur dans cette logique, moi, de travailler moins parce que Moi, je je sais l'adore, pas si cette tu as un logique. peu. Moi, c'est mon rêve Ouais. de travailler moins. Je suis le plus Mais, gros ouais, feignant de la Terre. mais moi, c'est ça en fait le problème, c'est que j'ai toujours peur de me dire à un moment, travailler moins. Ouais, mais enfin, à part dès l'instant où la vidéo est ma passion, même si par exemple, tu vois, même si je sais pas, allez, on va dire on est à 60 heures par an, par semaine de boulot. On va dire ça comme ça, 60 heures de semaine par boulot. J'accepte de. Enfin, non, c'est pas que j'accepte, c'est que c'est avec plaisir que je veux bien récupérer 10 heures pour d'autres choses, vie familiale, etc. Tout ce que tu veux, je le fais avec plaisir. Mais pour autant, en récupérer 20 pour par exemple descendre à 40, je sais pas. Parce que peut-être que j'ai réellement envie. C'est des chiffres que je balance comme ça, hein, mais peut-être que j'ai réellement envie de passer 50 heures, tu vois, à traiter de la vidéo. Peut-être, tu vois, c'est des choses que je peux me poser comme question. Alors, c'est des questions qu'on se pose. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas, hein, il faut pouvoir le faire. Mais je me dis que oui, diminuer le rythme peut-être,
Enfin même certainement, mais peut-être juste de 10 heures, pas forcément, certainement pas de moitié, ça c'est certain, je veux certainement Ah pas non, mais de toute de façon, avec moitié. avec un salarié, tu diminueras pas ton travail de moitié. Non, Mais, tu diminueras euh, pas de mais, se, moitié. mais se dire que bah, au moins, tu vois, parce qu'au final, enfin après, là, on rentre dans des considérations un petit peu philosophiques, mais moi, je me suis toujours dit, voilà, je fais ce métier-là pour la liberté, pour le plaisir, pour la création, pour tout ça. Et il y a eu des périodes où je bossais tellement que j'y prenais même plus de plaisir. Et c'est un moment où j'ai pris du recul et où je me suis dit, bon, allez, maintenant, ce type de prestation-là, je ne les fais pas. Je ne les fais pas parce que C'est ça. voilà, je ne fais que travailler. Déjà, rien que là, actuellement, je travaille beaucoup, une grande partie de ma semaine. Je veux pas faire plus, je peux pas faire plus, et de toute façon, je veux faire moins. Je veux faire moins, mais pas forcément moins bien ou pas forcément me priver, mais moins d'une certaine manière. Et clairement, je pense que c'est pas forcément. Après, ça dépend des gens, hein, tout simplement. Il y a des gens qui sont voilà, des bourreaux de travail et qui s'épanouissent au travail en y passant beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je m'y épanouis, mais mon objectif au fur et à mesure, c'est aussi d'y passer moins de temps, quoi. Mais ouais, alors moi, les moments où je me dis que j'y passerai moins de temps, c'est quand par exemple je me redécouvre une âme de cuisinier. Tu vois, ces derniers temps, je me suis retrouvé un peu à cuisiner certaines choses. Et je me dis, moi, je kiffe. En fait, je kiffe cuisiner, tu vois. Et je me Ouais. dis que si je récupère du temps, ben, ça serait peut-être pour me réentraîner dans un autre apprentissage. C'est des fois quelque chose que je me dis, et ce qui permet après de libérer l'esprit. Hein. Ça fait énormément du Ah bah bien oui, de pouvoir se poser sur autre chose, hein, ça c'est certain. Mais complètement. ouais, donc Ben écoute, écoute, je pense, ouais. je crois qu'on Ouais, arrive au bout ouais, de notre on heure arrive là. notre heure et On a bien discuté. Et alors, tu sais quoi? Tu sais quoi? Alors, on va peut-être conclure, mais j'ai l'idée pour l'épisode de la semaine prochaine. Voilà, je te allez, le je dis de suite. t'écoute, je Et t'écoute. bah, attends, on va conclure avant sur ça. Peut-être juste Ouais. voilà, dire à nos auditeurs que bah, on serait très curieux d'avoir leur retour par rapport à justement tout ça. Comment eux, ils se voient dans 50 ans. On espère que on a amené des éléments, alors pas de réponse forcément peut-être, mais surtout des éléments de réflexion, de savoir un petit peu, au moins peut-être que de se poser la question, parce que peut-être que la plupart des gens qui démarrent dans la vidéo se posent pas forcément la question de qu'est-ce qu'il en sera à 50 ans. Déjà s'occuper du moment présent, c'est déjà très important, mais ça pourrait être intéressant d'avoir les retours. Enfin, en tout cas, moi, Mais c'était très, très enrichissant cette discussion. tu sais, en fait, je suis en train de percuter, de réaliser quelque chose parce qu'on a un point commun, toi comme moi, c'est que cette notion de vidéaste, toi et moi, on la vit dans une deuxième vie, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'avant la Mm. vidéo, on a eu une Oui, première vie. Et donc, ce qui serait peut-être important de ressortir de ce podcast pour les personnes qui nous écoutent, c'est que si toi, tu nous écoutes et que c'est ta première vie, donc c'est-à-dire que le métier de vidéaste est ta première vie, François comme moi, voilà, ça fait 6 ans qu'on fait ça, ça fait 6 ans qu'on est indépendant. Si toi comme moi, enfin si ta première vie c'est celle de vidéaste, tu vas te poser cette question-là au bout d'un certain temps. Mais l'avantage c'est que comme c'est ta première vie, tu vas peut-être moins te mettre la pression et courir après le temps pour te dire bon maintenant il faut que je trouve c'est quoi mon goal final, il faut que je le trouve. Par contre si toi tu nous écoutes, si tu es l'autre personne et qui est dans le même cas que nous, qui va se lancer en tant que deuxième vie pour de la vidéo, essaye peut-être de prendre notre expérience et de te dire, je ne vais peut-être pas faire comme eux, attendre 6 ans pour me poser la question. Essaye peut-être de te dire, dès le moment où tu commences cette deuxième vie, ce deuxième métier, ce second métier de vidéaste, essaye peut-être de te demander directement ce que tu veux obtenir à la fin. Peut-être que ça te permettra d'avoir un parcours plus serein que celui de François et moi. Je pense que ça, c'est important. Si c'est ta première vie de vidéaste, ne te pose pas la question, laisse venir le temps. 5 à 6 ans, tu te poseras la question, tu seras de toute façon toujours en dessous, certainement en dessous de tes 30 ans, donc sans aucun problème. Si par contre c'est ta deuxième vie vidéaste, là pose-toi la question dès le début. Je pense que ça te permettra peut-être même de faire grandir différemment ta société. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi par rapport à ça, François. tout à fait d'accord avec toi, David. Tout à fait d'accord avec toi. Du coup, Allez, je te donne mon parfait. idée.
Je te donne Ouais, mon je idée. t'écoute. Parce que je me dis que là, dans les 2 derniers épisodes, on a beaucoup parlé business, et moi je Ouais, reviendrai peut-être un peu sur, un épisode qui porterait un petit peu plus, sur le matériel et la technique, et moi j'avais envie, de te challenger un petit peu sur un sujet, à savoir, setup léger ou gros rig de port, tu vois? ah, sans problème, sans Ça te problème. dit ça? Les Ça, pour, les contre, quel type de rig, les avantages, les inconvénients dans un cas, dans l'autre, quel type de prestation pour quel rig, etc., etc. allez, c'est bon, banco pour ça. Allez, l'épisode prochain est signé avec ça comme sujet. Les amis, par contre, n'oubliez pas de nous mettre une super bonne note si vous avez apprécié ce podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Bien entendu aussi à partager le podcast, à nous donner aussi vos retours d'écoute, que ce soit en MP sur Instagram ou autre. On en a eu plusieurs cette semaine et ça fait toujours plaisir à avoir. Et puis, bien entendu, si vous voulez supporter notre travail, n'hésitez pas non plus à aller voir les différentes formations que François et moi on a fait et on a mis en avant. Ça nous fera énormément plaisir. De toute façon, tout ce qui est lien est présent soit dans la bio du podcast ou alors dans la description de la vidéo sur YouTube. À Exactement. la prochaine les amis. Ciao ciao. Salut!